merci de rester fidèle au programme de Walf TV. Opinion. Le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Diop Decroix. M. Mamadou Diop Decroix, on ne le présente plus. Il est le secrétaire général d'AJ/PADS, ancien ministre d'État, qui a aussi fait une longue carrière parlementaire. M. Diop, bonjour. Bonjour Georges. Alors, M. Diop, nous allons commencer par l'actualité, en tout cas, qui fait débat au Sénégal. C'est la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. Ce Premier ministre, donc, qui avait été longtemps suspendu. Alors, un gouvernement dit gouvernement de combat. Est-ce que, selon vous, il y a les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut pour relever les défis? Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité encore une fois sur votre plateau d'opinion. Pour en profiter pour saluer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs ainsi que toute l'équipe de Walf. Genre, nous avons une conception très différente de ce qu'est un gouvernement. Un gouvernement, pour nous, ce n'est pas 50 ministres, 40 ministres, 25 ministres. Pour nous, un gouvernement, maximum, c'est entre 15 et 18 ministres. Un gouvernement, c'est pas, oui, notre région n'a pas de ministre, notre département n'a pas de ministre, notre commune n'a pas de ministre, notre village n'a pas de ministre. Un ministre, il est là pour tout le monde, autour d'un programme déterminé avec des priorités. Et donc, cet aspect me paraît important. Deuxièmement, un gouvernement, Georges, c'est pas quelque chose qu'on change tous les 6 mois, 9 mois, 1 an, de sorte que les gens passent leur temps dans les grandes places, les nanoukayu à taille, à discuter sur qui va être prochain ministre, qui va être prochain premier. Un gouvernement, quand on le met en place, c'est pour 5 ans. C'est pour le mandat. Le ministre, il sait exactement ce qu'il a à faire. Un ministre, il a du pouvoir. Ce n'est pas des conseils autour du président qui confisque in fine le pouvoir des ministres. Je ne dis pas que c'est le cas, puisque je n'ai pas fait le gouvernement de Macky Sall, mais c'est des risques. Il faut prêter attention à ces risques-là. Un ministre, ce n'est pas pour s'enrichir. On constate que quand on nomme un ministre, on tue les chameaux, les bœufs, les chèvres et les moutons. Ce n'est pas ça, un ministre. Un ministre, il n'est pas là pour gérer une clientèle. On ne nomme pas quelqu'un parce qu'il a gagné une élection. On le nomme ministre. Si vous le nommez ministre parce qu'il a gagné une élection, il va s'évertuer à la prochaine élection à gagner encore. Et donc, il va s'occuper de ce qu'on appelle son électorat. Il ne s'occupera pas de la mission d'un ministre. Évidemment, on me dira, oui, mais ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut changer totalement la perception qu'on a. Les institutions vont changer. Ceux qui se sont battus, qui ont l'influence auprès des populations, on aura besoin de ces personnalités-là dans le cadre de nouvelles institutions. Parce que l'élection passée, il n'est pas question de rester encore 53 ans avant de retourner auprès de l'élection. Non. C'est des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Les leaders politiques auprès des populations doivent être à leur tour des relais de l'État et du gouvernement local pour faire le travail dont on a besoin, parce que c'est tout le peuple qui doit être mobilisé. Ce n'est pas des mots. Et donc, finalement, vous vous rendez compte que celui qui veut de l'argent, qui veut gagner de l'argent, il doit aller s'investir dans le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, l'élevage, dans le commerce, l'industrie, les services, etc., etc., etc. Donc, si je suis votre logique également, on ne doit pas renvoyer un ministre parce qu'il a perdu une élection. Alors, donc, sur la base de ces éléments-là, vous voyez bien que la conception est radicalement différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'en pense, gouvernement de combat, etc. Bon, je vous ai dit que le président de la République, c'est lui qui détermine la politique de la nation. Ce n'est pas comme
Quand Mamadou Dia était président du conseil de gouvernement, on disait Premier ministre, mais ça n'a rien à voir. Il avait l'exécutif. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui détermine la politique du gouvernement. Le Premier ministre, il coordonne seulement les actions du gouvernement. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, vous le constatez. C'est très rare que je commente la nomination d'un gouvernement ou bien que je demande la démission d'un ministre, etc. Non. Alors, c'est un nouveau gouvernement qui arrive dans un contexte assez particulier, notamment le coût excessif de la vie, la cherté de la vie qui a été constatée par tout le monde. Et le président de la République lui-même en est conscient. C'est pourquoi il a réuni la semaine dernière les acteurs économiques pour lutter contre le coût excessif de la vie. À cet effet, il a produit 14 propositions. Alors, comment vous trouvez ces propositions en tant qu'ancien ministre du Commerce? Parce que je rappelle que vous avez été ministre du Commerce. À 2 reprises, j'ai été ministre du Commerce. En réalité, on verra. Hein. Moi, je suis sur ces questions, je suis un saint Thomas. Je ne crois qu'en ce que je vois. Bon, des engagements ont été pris. Il faut regarder qu'est-ce que ça va donner. Bon, plus fondamentalement, en fait, ce à quoi on assiste, on essaie de soulager un peu les populations, c'est ce que j'appelle le sédatif. Vous avez des maux de tête, on vous donne un calmant, les maux de tête se calment. C'est peut-être ce que le président et son gouvernement veulent faire. C'est bien, il faut calmer, mais le mal, il faut le régler. Le coût de la vie dépend de la configuration de la machine économique. Souvenez-vous qu'en 2012, le président Sall a dit « je vais diminuer les loyers ». J'avais fait à l'époque un article en disant « les loyers ne diminueront pas, ils vont augmenter ». C'est exactement ce qui s'est passé. L'économie, ce n'est pas des c'est pas des décrets. C'est des lois qui fonctionnent. Bien sûr, l'État, quand il a sa monnaie, quand il a ses leviers de souveraineté, peut intervenir sur l'économie. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, vous voyez que je ne me limite pas à commenter le phénomène, je vais à l'essence de ce qu'il faut résoudre comme problème au Sénégal. Et selon vous, toujours en tant qu'ancien ministre du Commerce, qu'est-ce qui explique la cherté de la vie au Sénégal? Mais c'est... bon, il y a le contexte mondial, hein, mais il y a aussi le fait que nous n'avons pas développé une politique endogène. Comme j'ai dit, je le dis très très souvent, nous n'avons pas réinventé le Sénégal après le départ des colonialistes. On n'a pas réinventé le Sénégal était un territoire colonial comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, etc. La France avait une politique cohérente par rapport à ces territoires coloniaux. Le Sénégal, l'arachide, Côte d'Ivoire, café, cacao, Guinée, banane, Mali, Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso, à l'époque on disait Soudan français et Haute-Volta, le coton. C'était cohérent pour le colonialisme français. Mais après le départ du colonialiste français, on aurait dû réinventer notre agriculture. Nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, nous importons 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires par an. Après 60 années d'indépendance. Voilà le problème. Donc on est encore très loin de l'autosuffisance alimentaire en riz dont on parlait. On importe plus de 100 milliards de riz par an depuis 2017. En 2017, on aurait dû, selon les déclarations initiales du président de la République, on aurait dû avoir l'autosuffisance alimentaire en 2017 en riz. Mais de 2017 à maintenant, à 2021, on a importé plus de 400 milliards de francs CFA de riz. Où se trouve le problème alors? Le problème se trouve dans la conception et la conduite d'une politique agricole en rapport avec nos opportunités. Moi, j'ai fait
un document que j'ai présenté en novembre 2013, ça va bientôt faire 10 ans. La presse en avait largement parlé à l'époque. C'est une vision que nous devons avoir. L'agriculture au Sénégal a des possibilités extraordinaires, contrairement à ce qu'on pense. Nous devons faire que nos paysans puissent travailler 12 mois sur 12. Évidemment, ils iront en congé s'ils le désirent, pour 1 mois, 2 mois, mais travailler 12 mois sur 12, parce que simplement, l'eau pour ça est là. Mais on ne l'exploite pas. Nous perdons des milliards de mètres cubes d'eau. Peut-être qu'on en reparlera, a fait un article sur Dakar où je parlais des paradoxes. Le Dakar ploie ou se noie dans les inondations, alors que l'eau manque à Dakar, etc., etc. Donc c'est cette façon de voir, cette vision qui nous manque, et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas régler les problèmes. Voilà, vous, aujourd'hui, à la place du ministre du Commerce, qu'auriez-vous fait, en tout cas, pour lutter contre la cherté de la vie? Ça, je ne connais pas la situation actuelle. Pour, à partir d'ici, vous dire voilà ce que je vais faire. Il faut se méfier, il faut être prudent dans la vie. J'ai été ministre du Commerce, je connaissais les dossiers. Le président Wade m'avait ramené au ministère du Commerce quand il y a eu la crise mondiale des denrées de base. On l'a constaté ici, il y a eu des manifestations, etc. Bon, je suis revenu. Je connaissais M. Kamal Nat, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Inde, qui était mon grand ami. On s'est connus à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Quand le président m'a nommé, je suis allé à la CNUSED, qui se passait, je crois, à Accra. Je l'ai rencontré. J'ai dit, Kamal, nous... Et on n'a pas de riz, là, il faut nous aider. Bon, il s'était débrouillé, il nous avait trouvé 100 000 tonnes. Bon, l'Inde a 1,4 milliard d'habitants. Nous avons 17 millions, c'est presque 100 fois. Et c'est l'Inde qui nous... Alors, voilà, je crois qu'il faut regarder tout ça. Maintenant, bon... Peut-être que le ministre du Commerce trouvera les formules en rapport avec les commerçants, les industriels, etc. etc. Je ne peux pas vous dire tout de suite voilà, ce qu'il doit faire. Alors, l'autre actualité, c'est qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs, c'est cette proposition du chef de l'État qui a été faite au ministre de la Justice de trouver les voies et moyens adéquats pour, en tout cas, réhabiliter ces Sénégalais qui ont perdu leur droit de vote. Et tout de suite, les gens ont pensé à 2 personnes, notamment à M. Karim Wade et à M. Khalifa Sall. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Georges. Je m'attendais à cette question, forcément, en venant à cette émission. Je suis venu avec... l'allocution que j'avais faite en mai 2019, c'était en mai 2019, c'est il y a 3 ans, un peu plus. Je disais au président dans mon allocution que je lui disais, nous voici à l'orée d'une entreprise difficile. Réussir à nous parler après tant d'années de confrontation pour accéder à de nouveaux consensus autour des règles qui gouvernent une vie démocratique normale en termes de liberté et de modalités de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir sur les élections. Je lui disais que Monsieur le Président de la République, la crise de confiance est profonde entre vous et nous. Il ne sert à rien de la sous-estimer, encore moins de l'ignorer. Le séjour prolongé de Khalifa Ababacar Sall en prison, tout comme l'exil prolongé de Karim Meïssa Wade loin de sa famille, et leur éviction de la dernière élection présidentielle, alors qu'ils sont réputés représentatifs, à côté d'une vingtaine d'autres candidats sur des bases totalement antidémocratiques, restent en effet des facteurs substantiels de persistance de la crise de confiance. Ça, je l'ai dit il y a 3 ans. Lors du dialogue national, je suppose. Il y a 3 ans. Oui. Si nous avions été suivis, probablement que ça aurait été même oublié aujourd'hui.
Bon, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que par rapport aux échéances de 2024, nous, ce qui nous intéresse depuis 2012 en tant qu'opposition, quand je coordonnais le Front patriotique pour la défense de la République, et plus tard, quand nous avons mis Manko, Wattu Sénégal, etc., même la coalition au référendum non Gortia Wahdia que j'ai coordonné. Bon, notre problème c'était la démocratie, les libertés démocratiques, liberté de manifestation, etc. Pour ce qui concerne Karim Meïssa Wade, c'était la cour de répression de l'enrichissement illicite. Moi, je suis absolument hostile à toute juridiction d'exception. La cour de répression de l'enrichissement illicite est un tribunal d'exception. On vous arrête, on vous dit, Georges, la tour Eiffel de Paris vous appartient. C'est pas à moi qui vous accuse de prouver que la tour Eiffel vous appartient, c'est à vous de prouver qu'elle ne vous appartient pas. Si vous n'y arrivez pas, je vous garde en prison. Ensuite, il n'y a pas de double degré de juridiction. Une fois que vous êtes condamné, il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas de cour de cassation, il n'y a rien. C'est comme les lettres de cachet à l'époque, en France. Alors, donc nous, évidemment, nous ne reconnaissons pas cela. Nous nous sommes battus pour ça, contre ça. Nous nous sommes battus contre la répression, contre Khalifa Sall. Bon, on a dit j'ai regardé, certains ont dit oui, non, ils ont détourné l'argent ou ils ont pris l'argent du pays, etc. Il y en a qui le disent, mais franchement, moi je crois, ils ont le droit, je respecte leur point de vue, mais quand on regarde au fond, c'est pas pour ça qu'ils ont été arrêtés et envoyés en prison, c'est pour des raisons politiques. Donc on ne peut pas minimiser, marginaliser les raisons réelles pour lesquelles ils ont été en prison et ne retenir que l'autre aspect. D'autant d'ailleurs que, quelqu'un comme Karim, les gens ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Alors, donc, voilà, moi je pense que c'est une bonne chose. Si ça se réalise, il faut réaliser cela. Maintenant, comme vous le savez, il y a un débat sur amnistie, machin. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Je ne suis pas juriste, même si j'ai un peu étudié le droit. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert. Je considère simplement que du point de vue politique, il y a une exigence. Il faut respecter cette exigence. Oui, mais monsieur le ministre, vous savez que c'est une histoire de gros sous derrière cette affaire-là. Hein. Karim Wade a été envoyé en prison pour enrichissement illicite. On a parlé de plusieurs milliards qu'il devrait payer au Sénégal. L'État du Sénégal aussi a débloqué beaucoup d'argent à travers les commissions rogatoires. Khalifa Sall a été donc envoyé en prison pour détournement de deniers publics et tout ça. Il est condamné à payer une certaine somme au Sénégal. Alors, est-ce que vouloir mettre tout ça par perte et profit ne serait pas aussi, en fait, encourager l'impunité quelque part? Ah bon, donc c'est établi. Qu'est-ce qui est établi? Vous me dites que l'État a dépensé 4 milliards, d'après ce qu'on m'a dit, pour chercher... les commissions rogatoires. Bon, voilà. Alors, donc vous voulez que l'État du Sénégal perde tout non, cet argent-là? est-ce qu'on a trouvé l'argent? Est-ce qu'on a pu établir que M. Karim Wade a détourné ou a pris 130? Est-ce que c'est prouvé? C'est pas prouvé. Toutes les banques à travers le monde, mais on dit que, mais franchement, ensuite cette décision de la CRI n'est reconnue nulle part. Nulle part dans le monde, ça n'a... Non, alors, franchement, si on discute de ça, c'est comme si, voilà, moi, si c'était prouvé que Karim Wade a détourné de l'argent, je ne l'aurais pas défendu. Même si c'est le fils du président Wade. Ben, je garde mes relations personnelles, mais je ne l'aurais pas du tout défendu. Donc, évidemment,
C'est la façon dont les choses se mènent dans ce pays, en termes de gestion du pays, etc., montre clairement qu'on en a parlé pendant 10 ans. Georges, parlons d'autre chose. Pendant 10 ans, on a parlé de ça. C'est deux adversaires politiques. Et il y a combien de gens qui ont été démasqués dans leur gestion? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Alors, si seulement c'était pour leur faire recouvrir leur droit de vote, est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement changer ces articles du code électoral qui les ont privés de ce droit de vote? Je ne répondrai pas à ce type de questions. Il faut laisser ceux qui savent faire. Moi, je suis un leader politique. Nous demandons depuis 10 ans, nous nous battons. Moi, j'ai fait 1 semaine d'hôpital parce que j'ai fait une marche contre la CREI. On m'a mis dans des conditions telles que j'ai fait 1 semaine d'hôpital. Alors, donc, vous me posez la question. Non, franchement, je pense qu'on peut vraiment parler d'autre chose, quoi. Alors, est-ce que vous ne craignez pas, en tout cas, même si vous pensez que ce n'est pas tellement important à vos yeux, est-ce que vous ne craignez pas que... Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que ce n'est pas à moi de répondre à ce type de questions. D'accord. Maintenant, est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, que cette loi-là, cette loi sur l'amnistie soit rejetée par l'Assemblée nationale, par exemple? Parce que l'ancien Premier ministre, Mme Aminata Touré, a donné la couleur, hein, il a dit qu'elle ne va pas voter cette loi d'amnistie. Le moment venu. On verra le moment venu, mais vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune crainte, ça veut dire que ça peut passer comme on verra le moment venu, nous verrons. En tout cas, nous, l'opposition, ce qu'elle dit depuis 10 ans, c'est qu'il faut que ces deux personnalités-là retrouvent leurs droits civils et politiques. Alors, ces deux leaders politiques-là amnistiés, une fois amnistiés, alors est-ce que vous ne verrez pas quelque part une sorte de, comment on appelle ça encore là, de recomposition de l'espace politique? Pourquoi recomposition? Parce que les deux ne sont pas dans l'espace politique. Ils sont dans l'espace politique. Khalifa est dans l'espace politique. Il a Tahaou a combien de députés? Plus de 10 députés, 11 ou 12 ou 13, je ne sais pas. Le PDS, Karim, il est dans l'espace politique. Le PDS a combien de députés? Oui, ils sont dans l'espace politique, mais de façon passive, parce qu'ils n'étaient pas... ils étaient peut-être des acteurs. Vous n'allez pas me dire que M. Karim Wade était vraiment présent dans l'espace politique. Ils y sont de façon active. Maintenant, la chose changera, leur statut changera quand ils recouvriront leur droit de vote et d'être élus. Y a-t-il pas aussi une certaine volonté de casser cette bipolarisation entre Macky Sall et Ousmane Sonko, parce que c'est quand même les deux leaders les plus Quand on posait ça, lorsque nous revendiquions cela, Ousmane Sonko n'avait pas de parti. Donc on va changer notre position. Non, on ne change pas notre position. On revendique que ces deux-là puissent avoir leur possibilité. Il y a d'autres candidats à la présidence qui se sont déjà déclarés et probablement d'autres qui ne se sont pas encore déclarés. C'est très ouvert, c'est la démocratie, c'est le pluralisme. Il faut régler le problème des règles consensuelles. Je l'ai dit dans le discours. En 1990, on avait un code électoral consensuel. Jusqu'aux élections locales de 2014. Il faut ramener le consensus et en particulier le problème du parrainage. Il faudra régler. Donc, je crois que sur ce plan précis, le gouvernement a des choses à faire, un chantier. Alors, pour parler d'une autre actualité, c'est l'Assemblée nationale, la 14e législature. Vous avez une longue expérience parlementaire. Vous étiez là en 1998 sous le régime libéral comme député, puis de 2012 à 2022, vous étiez député. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle législature-là, qui est quand même assez particulière au Sénégal? Oui, je crois que d'abord, c'est vrai, c'est sans précédent.
Il faut rappeler que ce pays a connu près de 2 décennies avec un seul parti à l'Assemblée nationale. L'UPS devenu PS. De 1960 à 1978, l'UPS-PS était seul parti à l'Assemblée nationale. C'est en 1978 que le PDS est allé à l'Assemblée nationale avec 18 députés. Et donc, les choses sont allées cas un cas. Par la suite, le pluralisme est intervenu. Cette année-ci, les forces sont équilibrées à l'Assemblée nationale. C'est sans précédent. Il faut s'en féliciter. C'est une volonté fondamentale du peuple souverain qui en a ainsi décidé. Donc, chacun doit s'ajuster. Le pouvoir doit s'ajuster. L'opposition doit s'ajuster. Et je crois que ceux qui ont voté pour ces élections, à l'occasion de ces élections s'attendent à ce que les uns et les autres s'ajustent pour que l'Assemblée nationale fasse ce qu'elle peut faire. Nous sommes dans une constitution hyper présidentialiste. Il ne faut jamais l'oublier. Qu'est-ce que vous entendez par un régime hyper présidentialiste? Oui. Qu'est-ce que cela peut, en tout cas, changer au niveau de l'Assemblée nationale? Vous m'avez parlé tantôt, avant le début de l'émission, de cohabitation, etc. J'ai écrit un article que j'ai appelé leçon d'une élection, pour évaluer un peu les élections législatives. Mais j'ai rappelé que le problème du Sénégal, c'était la Constitution. J'ai parlé tout à l'heure du président Mamadou Dia. Le président Mamadou Dia était là avec le président Senghor, qui était président de la République, le président Senghor. Le président Mamadou Dia était premier ministre, mais président du conseil de gouvernement, c'était un régime parlementaire. L'essentiel du pouvoir d'État était entre les mains du président Mamadou Dia. Quand il y a eu la crise de 1962, Senghor a écarté Mamadou Dia, a conservé ses pouvoirs en tant que président et a récupéré les pouvoirs du président Mamadou Dia. Donc, la constitution de 1963 est devenue une constitution où le président de la République est la seule institution qui existe pour l'essentiel. Le Parlement, l'Assemblée est là, mais joue un rôle de figuration. Le pouvoir sous Senghor, oui, encore un peu, mais c'était parce que Senghor le voulait bien. Mais le pouvoir, la justice n'a pas de pouvoir. Le président de la République est tout. Donc j'ai dit dans mon article que la notion de cohabitation est incohérente avec la Constitution que nous avons. Parce que l'Assemblée ne peut pas bloquer la volonté politique du président de la République. Ah oui? Non, elle ne peut pas. Le président détermine... Mais les lois ne vont plus passer comme lettre à la poste, en tout cas certaines lois. Attendez. D'abord, les lois, elles sont votées sur des lois organiques, oui. Elles ne peuvent pas passer. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Si l'opposition s'y oppose, d'accord. Mais le président, il détermine la politique de la nation. Même si l'opposition était majoritaire, c'est le président qui détermine la politique de la nation. C'est le président qui promulgue les lois. Si une loi ne lui convient pas, il la renvoie en seconde lecture et en ce moment, la loi doit être adoptée par les 3/5 du Parlement, etc., etc. Donc, la Constitution est verrouillée pour que le Parlement, l'Assemblée, ne puisse pas contrarier la volonté politique du président de la République. Voilà comment c'est fait. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est dans les pays d'expression française. Parce que, encore une fois, ce sont des constitutions d'inspiration gaulienne. C'est le général de Gaulle qui a élaboré ou fait élaborer tout ça. J'ai dit qu'on a eu, pour l'essentiel en Afrique, 3 types de colonisation. La colonisation britannique, la colonisation portugaise, la colonisation française. Au moment des indépendances dans les années 60,
les Britanniques sont partis et ils ont laissé en paix leurs anciens territoires. Les gens se sont organisés comme ils ont voulu. Vraiment, il n'y a pas eu de... voilà. Les Portugais ont refusé de partir. Ils ont été chassés par la lutte de libération nationale. En Guinée-Bissau, au Cap-Vert, avec Amilcar Cabral, Angola avec Agostinho Neto, Mozambique avec Samora Machel et les autres. São Tomé et Príncipe. Le colonial portugais a été chassé par la lutte armée. Le général de Gaulle a trouvé une formule hybride. C'est la néocolonisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de commandants de cercle blanc, administration, avec dans les bureaux des Français, etc., etc. Ça n'existe plus. Mais la France a encore la haute main sur nos territoires. Voilà ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés. Vous êtes en train de dire que la constitution sénégalaise n'est pas adaptée aux réalités absolument, sénégalaises. Absolument. Et j'ai dit, lors du référendum, j'ai écrit un papier un peu avant le référendum en disant réforme de la Constitution ou révolution républicaine pour une assemblée constituante. Ces constitutions d'inspiration gaulienne n'ont rien à voir avec nos réalités africaines, nos cultures, nos traditions, notre façon de voir le monde. Donc, j'ai dit qu'une constitution est codifiée par des constitutionnalistes, mais n'est pas élaborée par des constitutionnalistes. C'est le peuple, dans ses différentes composantes, ses différents compartiments. Ces compartiments confessionnels, ces compartiments ethniques, ces compartiments confrériques, ces compartiments. C'est ça qu'on appelle une assemblée constituante. Ce n'est pas une invention, ça a été pratiqué dans beaucoup de pays du monde, récemment même en Amérique latine, je ne sais plus quel pays. Alors, lorsque ces forces se retrouveront, discuteront, trouveront des consensus, on demandera aux constitutionnalistes de codifier ces consensus. On aura une constitution de 100 ans, 200 ans comme les États-Unis, parce que c'est l'émanation de l'identité de notre peuple ou des identités de notre peuple. C'est ça qu'on n'a pas. Et quand vous étiez avec le président Wade, lui avez-vous suggéré, par exemple, de réécrire cette constitution-là? Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, j'écris, je dis, je parle, j'écris. Ce que j'ai écrit, c'est depuis 6 ans ou 7 ans. Voilà. Vous voulez dire qu'elle est très mal écrite, notre constitution? Non, ce n'est pas une histoire de mal écrite, bien écrite. Ce n'est pas notre constitution. Il y a combien de Sénégalais qui connaissent la constitution du Sénégal? Sur 100, est-ce qu'ils font 5? 95% dans le meilleur des cas ne connaissent pas notre constitution. Ensuite, enfin. Vous vous demandez combien de Sénégalais connaissent la constitution, mais quand il s'agit du mandat présidentiel, ça, les Sénégalais savent quand même. Non, il parle du mandat. Il ne corrèle pas le mandat à la Constitution. Pour eux, il parle de mandat parce qu'on parle de 3e mandat. Mais ce n'est pas une histoire de... Ils connaissent la Constitution parce que la Constitution a dit pas de mandat pas de plus de 2 mandats consécutifs. Donc, alors cette Constitution, pour en finir, il faut la changer purement et simplement. Voilà. Il n'y a pas de réforme ni rien du tout. Il faut une nouvelle constitution. Voilà. Maintenant, si vous parlez du 3e mandat, je rappelle simplement ce que j'avais dit au président Macky Sall, là-bas à la salle des banques. Je lui ai dit, comme vous l'avez, quand j'ai finissé mon allocution, je lui ai dit, et comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas cru devoir évoquer le débat sur le 3e mandat au motif que vous avez déjà rejeté vous-même vigoureusement cette hypothèse.
Donc, comme beaucoup de Sénégalais, vous estimez que le président a dit qu'il est à son dernier mandat. C'est tout. Alors, je vous ai vu, je me suis promené un peu sur votre page Facebook. J'ai vu là, vous avez écrit que la candidature de Macky en 2024 est un non-sens. En quoi c'est un non-sens? Oui, bien sûr. Voilà le sens. J'ai changé la constitution. Moi-même, j'ai écrit ça. Vous savez, finalement, moi, vraiment, Georges, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas aimé ce débat de quoi? Depuis combien de temps? Depuis 2016, 6 ans. Le monsieur a dit, c'est moi qui ai changé ça. Pas plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce que c'est clair? Le journaliste dit, c'est clair. Il dit, voilà, c'est fini. Maintenant, on a continué dans les salons, les grandes places. À l'époque, j'ai dit, je n'en parle pas, parce qu'on est en train de mettre dans la tête des Sénégalais que c'est possible. Quelque chose qui est très clair. On passe notre temps à en parler. Mais est-ce que c'est pas lui aussi, à un certain moment donné, qui s'est mis dans la tête que c'est bien possible? Mais ça a continué, bien sûr. À force de dire, je ne le fais pas, je ne le fais pas, je ne le fais pas. On dit, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que... Il a fini par dire, bon, ben, ni oui, ni non. Voilà. Alors, on retombe encore sur une affaire qui est très claire, très nette. Et alors, on se crée des problèmes parce que si on lui a mis dans la tête qu'il peut le faire, est-ce qu'on va aller encore à des difficultés? Si vous le rencontriez demain par hasard, alliez-vous lui dire, Monsieur le Président, mais je l'ai déjà dit. Sénégalais que vous ne serez pas là. Attendez, ça je l'ai dit, c'est dans Google, c'est dans tous les réseaux. Je l'ai dit les yeux dans les yeux, à la salle des banquets. C'est terminé. D'autres Sénégalais lui ont dit comme vous, mais il n'a pas jugé utile ou nécessaire de donner une réponse claire. Bon, alors, et vous voulez qu'on continue d'en parler? Non, franchement, ça sert à quoi? Effectivement, parce que les Sénégalais en parlent et les Sénégalais ont besoin. Non, ça ne sert à rien d'en parler. Ceux qui pensent qu'ils vont le faire doivent se préparer, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais moi, je considère que, jusqu'à plus ample informé, il ne sera pas candidat. Voilà. Peut-être aussi parce que dans son cas, on est en train de l'encourager à maintenir cette posture. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. En fait, les problèmes en Afrique, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, ceux qui avaient poussé le président Wade à faire un 3e mandat. Vous étiez avec lui, effectivement, à l'époque. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés autour de Macky Sall. Alors, c'est pas bien. C'est ce que j'appelle les snipers politiques. Les tireurs, là, qui sont là. Alors, pour aborder une autre question qui vous tient à cœur, il s'agit des inondations. On est peut-être vers la fin de l'hivernage, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent encore sous les eaux. Alors, où se trouve le problème? On parle de plan de lutte, plan décennal de lutte contre les inondations, mais le problème est toujours là. Chaque année, c'est la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, moi j'ai fait un papier sur les inondations. Sur Dakar. Les inondations, c'est un peu partout. Mais j'ai pris la région de Dakar parce que la région de Dakar est le plus gros problème de notre pays. Dakar, c'est 0,3% du territoire national. Et si vous prenez 100 km², vous en déduisez 1, vous divisez ce kilomètre-carré par 3, Dakar c'est le tiers du kilomètre-carré. Mais dans Dakar, nous avons près de 25% de la population du Sénégal. Dakar est une presqu'île. Elle ne peut pas s'étendre comme Bamako, comme Ouagadougou, comme Niamey, comme d'autres capitales. Elle est entourée par la mer, une seule sortie, par l'est. Dakar recèle 80% des activités économiques du Sénégal. Donc, les opportunités sont à Dakar. Les gens ils viennent à Dakar. Quel que soit X, les gens viennent à Dakar.
Pourquoi la jeunesse sénégalaise et d'autres pays meurt en Méditerranée et dans le désert? C'est pour aller chercher des opportunités. Donc si les opportunités sont concentrées à Dakar, mais les Sénégalais viennent à Dakar. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons prendre le taureau par les cornes. Nous avons eu des années de sécheresse. Dans les années 70, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque l'exode rural. Les gens sont venus à Dakar parce qu'il n'y avait plus rien dans les campagnes. À Dakar, avec la sécheresse, les voies d'eau, etc., se sont asséchées et les populations sont venues occuper ces espaces. L'eau est revenue. Dakar, le sol de Dakar est imbibé, ne peut plus absorber l'eau. Les populations habitent ces endroits-là et bon, 4 millions de personnes, l'assainissement, la santé, l'éducation, la mobilité, l'insécurité. Je suis tombé sur un article à l'époque du journal L'Enquête. En 92, on a eu un accident ici, une citerne d'ammoniac qui a explosé. 140 morts, un peu plus, 1500 blessés. 92. Et le journal L'Enquête a fait cette étude-là, je crois, en 2011. Presque, 20 ans après. Il dit que le risque d'accident était à l'époque de 80% encore. 20 ans après la citerne d'ammoniac. Parce qu'on n'a pas réglé les problèmes. Donc 80% de risque. La cohabitation entre les populations et les unités industrielles, notamment dans toute la zone des hydrocarbures de Bel Air à Mbao en passant par Thiaroye et Anne. Il dit, dans un espace aussi réduit, on trouve des produits inflammables, corrosifs, explosifs, tels que l'ammoniac, le chlore, l'arsénite, l'hexane, l'acide sulfurique, l'oxyde d'azote, le mercure, le monoxyde de carbone, l'hydrogène, le cyanure, le dioxyde de carbone, etc., etc., etc. Et il dit, partout, l'on note l'existence d'imposantes cuves exposées sous un soleil de plomb qui peuvent se transformer en de véritables bombes, des citernes en contenant des produits chimiques inflammables, à côté des gargotes, etc., etc. Alors, voilà Dakar. Et alors, on va continuer à exister. Dirafenjort, comme disent les Wolofs, au lieu d'attaquer ce problème. Dans mon article, j'ai dit qu'il faut avoir le courage de parler avec les Sénégalais. Et comme on parle de pétrole et de gaz, de toute façon, même si on n'avait pas pétrole et gaz, ce problème doit être réglé. Si on a pétrole et gaz, il faut utiliser les ressources du pétrole et du gaz pour délocaliser les opportunités qui sont concentrées à Dakar et bien sûr multiplier du fait de ces ressources-là les opportunités à travers le pays. Je ne parle pas des 14 régions découpage politicien, non, mais le Sénégal a des zones écogéographiques avec leurs spécificités où nous pouvons développer effectivement des activités économiques extrêmement florissantes. Si nous le faisons, les Sénégalais qui sont venus parce qu'il n'y a pas d'opportunité ailleurs, ils iront trouver ces opportunités là où elles sont. En ce moment-là, comme j'ai dit, on aura peut-être 2 millions de Sénégalais qui vont quitter Dakar parce qu'ils trouveront meilleur et mieux ailleurs. On a fait Diamniadio. J'ai dit, dans cette approche dont j'ai parlé, on pourrait effectivement aménager une vaste zone entre Mbour Nord, l'axe Thiès, Bambey, Diourbel,
l'axe Thiès, Tivaouane, Ngaye Mékhé, Pire, etc. Et le long de l'Atlantique, la Grande Niayes. En ce moment-là, toutes ces usines dont je parle, il faut les délocaliser, les sortir de là, les installer dans des endroits où elles seront éloignées les unes des autres, éloignées aussi des populations, etc. Et vous allez avoir, j'ai parlé de 100 000 habitations, avec tout ce qu'il faut, bien entendu, les écoles, les universités, les écoles supérieures, le système de santé, la mobilité, le transport, enfin, les banques, tout ce qu'il faut. Et ça, si nous le faisons, au lieu de programme décennal de lutte contre les inondations, non, c'est un programme décennal de décentralisation, de délocalisation des opportunités. Alors, il nous reste quelques minutes, monsieur le ministre d'État. Alors, comment analysez-vous ou bien comment expliquez-vous ce qui se passe actuellement au Burkina Faso? Alors, c'est là... C'est la fin du système néocolonial. Bon, quand même, ce système a duré 60, plus de 60 ans. Et il est essoufflé, il est dans sa phase terminale. Maintenant, vous avez des pays où la contradiction est arrivée à son summum. C'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Mais les fondamentaux sont les mêmes. Donc, il faut, à mon avis, vraiment que les acteurs politiques africains comprennent une fois pour toutes que le moment de prendre nos responsabilités est arrivé. Vous voyez bien ce qui est arrivé à la France. Je crois qu'ils ont brûlé soit l'ambassade ou je ne sais pas quelle institution française. La jeunesse africaine, francophone, considère que la France est au début et à la fin de tous nos maux. Vous êtes partisan alors de ceux-là qui disent France dégage? Oui, non, mais attendez, ça c'est mon ami Guy Marius Sagna. Mais France dégage, c'est la France coloniale. Oui, la France impériale. Oui, cette France-là dégage, mais ce n'est pas seulement cette France qui doit dégager. Vous avez ici beaucoup d'autres grandes puissances dont les rapports ne sont pas égalitaires, ne sont pas, etc., etc. Donc, non, nous devons nous réinventer. Nous devons nous réinventer. On a les capacités qu'il faut. Il faut y aller. Et la CEDEAO dans tout cela? C'est une CEDEAO des chefs d'État. Si vous allez sur la charte des Nations Unies, on dit nous, peuple des Nations Unies. La charte de la CEDEAO, c'est nous, chefs d'État africains. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Il faut en faire une CEDEAO des peuples et aller au-delà de la CEDEAO. Il faut unifier l'Afrique. L'Afrique a tout pour résoudre ses problèmes. L'Afrique n'a besoin de rien ailleurs. À votre avis, il faudrait donc reformer cette CEDEAO alors? Il faudrait, à votre avis, reformer cette CEDEAO pour qu'elle devienne celle des peuples et non celle des chefs d'État. Il faut tout réformer, il faut tout changer. Ce n'est pas seulement la CEDEAO, c'est l'UEMOA, c'est l'Afrique, c'est nos pays, c'est notre propre comportement, notre propre posture, vous et moi. Les États, les citoyens, tout le monde doit s'ajuster. Sinon, c'est trop facile, hein? Attention, il n'y a pas seulement que les gouvernements. C'est vrai que les gouvernements sont les principaux responsables. Quand il faut changer, ceux qui doivent être en avant. C'est l'exemple par le haut. C'est ça qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont exemptés.
Nous sommes tous concernés. Alors, à 15 mois de la présidentielle de 2024, c'est la veillée d'armes dans beaucoup d'états-majors. Beaucoup de candidats, en tout cas, sont déclarés. Mamadou Diop Decroix sera-t-il candidat en 2024? Je n'ai pas le droit de le dire. J'ai un parti politique qui a un régime intérieur démocratique. Le parti aura son candidat et le dira le moment venu. Mais, s'il plaît à Dieu, on verra bien alors. Voilà. Alors, le temps qui nous était imparti est terminé. Ça a été vraiment un plaisir de se voir ici. Merci d'être vraiment venu nous répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Georges. Alors, merci aussi à l'équipe technique qui m'avait accompagné, Bar Castillo, Pape Sam. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.